Aujourd'hui, je reçois une amoureuse de la montagne et fervente défenseuse de l'épanouissement. Après 15 ans en agence de services digitaux, elle a décidé d'accompagner les dirigeants d'agences et de startups à faire performer leur meilleur actif de croissance, c'est-à-dire leur équipe. Elle les accompagne à mettre en place les systèmes pour avoir un taux de croissance x10 en maintenant qualité et performance. Le gros plus de ce qu'elle fait, c'est que le dirigeant sort enfin de l'opérationnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Madame Héloïse Bourlet. Salut Héloïse, comment vas-tu? Bonjour, je vais très très bien. Je te remercie beaucoup pour cette invitation. Avec joie. Bah, écoute, moi ça me fait plaisir de t'avoir ici parmi nous, que tu puisses venir partager ton différenciateur inné. Et pour commencer, c'est quoi pour toi le délégué? Pour moi, déléguer, c'est pas seulement donner des tâches et faire faire. En fait, c'est permettre à l'autre de s'épanouir dans les tâches qu'on lui délègue. Parce que quand l'autre personne, elle s'épanouit, elle s'éclate, et ben elle donne beaucoup plus. Et donc finalement, ça tire l'entreprise vers le haut. Donc la délégation, c'est pas juste des process et vas-y fais. C'est accompagner l'autre finalement à donner le meilleur. Donc accompagner l'autre à donner le meilleur. Donc ça va bien au-delà d'uniquement j'ai des trucs à faire qui me font chier, qui peut les faire. Exactement. D'accord. Et pour toi, donc, déjà, quelle distinction et qu'est-ce qui fait justement cette bascule entre, bah voilà, j'ai des trucs à faire qui ne m'intéressent pas et je fais en sorte que l'autre s'épanouit parce que c'est quand même un sacré changement de mindset, certains Ouais. changements de voir le développement de son entreprise. Donc, à quel moment et quel est pour toi le déclic qui est nécessaire qu'un entrepreneur doit avoir pour faire cette bascule? Alors, j'ai presque tendance à dire le plus vite possible. Le plus vite Pourquoi? possible. Je vais te donner l'exemple aujourd'hui de mes collaboratrices, j'en ai deux. Et j'ai une personne que j'embarque avec moi, à qui j'ai pas spécialement de quoi la payer des 1000 et des cents, mais par contre, elle sait très bien que le terrain de jeu, il est évolutif, qu'elle s'éclate avec moi, elle adore être managée par moi et elle le dit clairement. Et donc, elle continue. Elle continue parce qu'elle sait très bien qu'il y a une vision et que je lui fais confiance et que je la fais progresser au sein de l'entreprise. Donc, on n'a pas besoin pour moi d'avoir déjà une entreprise qui tourne à mettre en place des head-off pour se dire, tiens, je vais manager correctement les gens. Plus vite on le fait, mieux c'est. Parce que comme je disais, si on délègue une tâche à quelqu'un, mais qu'on ne lui donne pas envie de la faire et qu'on ne lui donne pas envie de s'engager vraiment dans le projet, se dire, ouais, son projet c'est le mien et moi aussi j'ai envie de foncer avec lui pour l'emmener le plus haut possible, lui ou elle, bah, la personne, elle va faire son taf. Elle va peut-être le faire correctement, mais doucement, la qualité peut diminuer, l'engagement, la motivation peut diminuer. Alors que si on donne beaucoup, c'est l'inverse. La personne, elle va donner de plus en plus. Donc pour moi, c'est plus une compréhension de l'intérêt de manager les personnes comme ça qu'il faut avoir, de ce que ça peut donner pour l'entreprise. Et après, il faut expérimenter. Parce que moi, je peux te le dire, moi, je l'ai testé évidemment sur mes équipes depuis des années. Mais moi, j'encourage vraiment les dirigeants à tenter, de voir un petit peu en faisant des one-to-one, en faisant des feedbacks, en changeant leur attitude. Est-ce que derrière ça change pas d'attitude? Et est-ce que derrière les personnes ne sont pas beaucoup plus productives, beaucoup plus engagées, ont pas beaucoup plus d'idées et finalement donnent beaucoup plus à l'entreprise? En général, ça va très vite et la preuve, ils la font tout seuls. Ils se la D'accord. font tout seuls. D'accord. Donc il y a vraiment un changement, je dirais, d'attitude parce que Ouais. par rapport à ce que ça veut dire de déléguer en fait et Mm. d'atteindre un certain objectif avec ses équipes. Alors que les manières entre guillemets traditionnelles de manager, c'est un peu, c'est très descendant, c'est bah tu fais ce que je te dis et point barre. Tu vois, je me souviens un jour, j'avais eu un de mes managers en entreprise qui me disait, je, alors c'était en anglais, il dit I instruct you to do X. Et en fait, le instruct, en gros, c'est je t'oblige à faire ça. Tu vois. Je te donne l'instruction de faire ça. Et moi, ça m'a choqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est pour moi, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Il y a zéro autonomie. C'est un mec, en gros, qui prend qui vient dominer la conversation parce qu'il n'arrive pas à voir ce que lui il veut. Et bah, bon, enfin, je suis pas resté très longtemps dans cette entreprise, tu vois. Oui, surtout que dans nos milieux à nous, on n'est pas en train d'embaucher des caissières. Oui, c'est dur de s'épanouir quand on est caissière. Je ne sais plus si c'est avec toi que j'avais eu cette discussion-là.
Nous, on a quand même des terrains de jeu où on peut Quand on faire en dit nos sorte milieux à nous, qu'est-ce que tu entends par là, Héloïse? notre milieu à nous, c'est-à-dire que ce soit le digital ou même des entreprises où il y a quand même des entreprises de services, où on n'est pas en train de faire des travaux hyper répétitifs. Au contraire, on peut aller créer, on peut évoluer. Euh, on a une production qui est quand même assez intellectuelle. Donc, on Mhm. peut créer les terrains de jeu. Contrairement à des personnes, comme je disais, une caissière, c'est vrai que c'est difficile l'épanouissement quand on est caissière. Mhm. Ce que je voulais dire par là, c'est que en tant que nous dirigeants dans des agences de services, dans des startups, typiquement mes clients, oui, on peut créer le terrain de jeu pour n'importe qui dans son entreprise, en fonction évidemment de ses possibilités, ses capacités, ses envies. Mhm. D'accord, donc c'est vraiment une différence en termes du terrain de jeu, de la création, euh, de comment en fait est-ce que la personne de ton équipe va être amenée à interagir. Et en fait, c'est qu'elle prenne le devant, je dirais, c'est qu'elle prenne le ownership, la responsabilité Oui, des complètement. différentes tâches. Complètement. En fait, plus on va responsabiliser les gens, plus ils vont faire les choses sans nous solliciter dès qu'il y a une question. Ils vont être capables de prendre leurs décisions à l'intérieur d'un cadre Ouais. clair, évidemment, pour eux, c'est-à-dire ils savent jusqu'où ils peuvent aller en autonomie, mais ils vont pas toujours être en train de dire bah tiens j'ai cette idée, est-ce que je la mets en œuvre, ou j'ai tel problème, qu'est-ce que je fais. Non, ils vont se responsabiliser, ils vont faire avancer les choses, et donc le dirigeant, c'est pour ça que je dis le plus, c'est qu'il sort de l'opérationnel, c'est que doucement, il va avoir des gens en dessous qui vont être responsables des choses à faire, qui vont les faire avec la qualité, parce qu'ils vont vérifier par eux-mêmes, et dans les temps qu'on leur a demandé, voire qu'ils se sont engagés à respecter. Et tu parlais tout à l'heure du management à l'ancienne. En fait, cette mouvance, ce changement de façon de manager, en réalité, elle a, en France, déjà, allez, 10-20 ans. C'est-à-dire qu'on a commencé à sortir tous les boomers, la génération de mes parents là, qui en sont sortis. Et doucement, on a vu des changements. Alors, c'est très long, très, 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 très long. Mais on a senti cette façon de manager qui commençait à changer dans certaines boîtes. Et on est loin d'arriver au bout. Mais toutes les façons de faire, type agilité qu'on a vu dans l'informatique, c'est aussi des façons de responsabiliser les personnes sur le terrain. Et même les agilistes pure souche te disent, il n'y a même plus besoin de manager. L'équipe, elle est autonome. Oui, une équipe d'un certain niveau qui fonctionne ensemble depuis un certain nombre d'années, oui. Mais la réalité sur le terrain, c'est qu'en général, il faut encore des managers. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est tout nouveau, mais c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Et je trouve que les nouvelles générations qui ont besoin de changements rapides, qui ont besoin de s'éclater, qui veulent du sens au travail, bah, si on continue à leur taper dessus, ça fonctionne pas. Elles partent ou alors elles deviennent soumises, donc finalement elles donnent beaucoup moins à l'entreprise, elles ferment un petit peu les coutilles, elles font ce qu'elles ont à faire juste pour avoir l'argent en fin de mois, mais en tout cas elles s'éclatent pas. Et ce mode de management, je vais dire à l'ancienne, plus les générations vont arriver sur le marché, les nouvelles générations, moins elles vont fonctionner. Parce que c'est plus ça qu'ils cherchent. Ah, c'est clair. Surtout toi qui travailles principalement avec des startups, où là tu vas généralement, bah, il faut être clair, les startups ont l'âge moyen dans les startups est bien plus jeune que dans des entreprises qui sont admettons, dans les banques, Mm. pour comparer vraiment deux mondes différents, un monde très évolutif, très agile de la startup et le monde très statique, très costume, cravate, pantalon noir, chaussures noires de la banque. Euh, les nouvelles générations ont des demandes, des approches très différentes. Comment est-ce que toi tu vois et qu'est-ce que tu dirais à une personne, voilà, tu vois, qui est dans une startup, un CEO d'une startup, quel type de résultat en fait est-ce que ça produit? Quelle est la différence entre justement ces deux modes de management? Qu'est-ce que lui il peut attendre du mode de management que toi tu promeus? C'est-à-dire avec l'écoute, avec la responsabilisation des, euh, des différents employés, des différents membres de la startup, etc. Alors, il y a plusieurs choses à plusieurs niveaux. Déjà, ça va être son quotidien à lui. Je l'ai un petit peu expliqué, plus les personnes se responsabilisent, moins elles le sollicitent. Donc en fait, il va pouvoir lui se positionner dans son juste rôle de développer sa startup, développer la stratégie, aller à l'externe, faire des partenariats ou avoir des investisseurs, etc.
et l'interne va fonctionner de mieux en mieux sans lui. Il n'aura plus besoin de micromanager, il n'aura plus besoin de relancer les personnes. Donc, il va se libérer énormément de temps où il va pouvoir réinvestir ce temps dans des choses qui ont beaucoup plus de valeur. Donc ça, c'est la première chose, c'est que finalement, il va se rendre compte qu'il va pouvoir accélérer beaucoup plus la croissance parce qu'il va pouvoir focaliser son temps à lui sur des choses à plus forte valeur ajoutée. En dessous, il va avoir des gens qui vont être beaucoup plus productifs. Plus engagés, c'est aussi plus d'idées, plus d'innovation. Donc, ils vont être capables d'être plus avancés sur le marché que les autres qui essayent de les rattraper, typiquement. Ça va avoir aussi un impact sur la rentabilité. Et quand on sait qu'une entreprise est plus rentable, elle peut réinvestir, donc elle peut continuer à croître. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ça va être aussi sur finalement, je parlais des systèmes, le management, ça va aussi avec les systèmes qu'on met en place dans l'entreprise. Souvent, les startups, ce qui se passe, c'est qu'elles grossissent très vite et elles créent doucement une dette où l'opérationnel fonctionne de moins en moins bien. C'est la qualité qui commence à diminuer. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes. S'ils cherchent à mettre en place des systèmes internes qui sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus efficients, beaucoup plus stables, c'est là où il va pouvoir envoyer encore plus de croissance, mais derrière, il va voir que les choses vont fonctionner et le nombre d'urgences, le nombre de problèmes va vraiment diminuer. Donc, il va pouvoir continuer à grossir vite sans qu'à l'intérieur, ce soit le chaos. Et souvent, c'est ce qui se passe dans des startups où ça a été trop vite, c'est qu'à un moment donné, ils se prennent un retour de bâton de malade parce que à l'intérieur, en réalité, ils n'ont pas les systèmes qu'il faut. Donc, la qualité n'est pas bonne, les clients peuvent partir, ils peuvent commencer à avoir une mauvaise image et c'est là où ça peut s'écrouler. C'est le moment aussi où ça peut s'écrouler parce que le directeur ou le créateur de la startup va faire un burn-out aussi. Parce qu'il devra trop manager, être trop présent, ça passe pas. Donc, c'est une visibilité sur la possibilité d'accélération en maintenant cette qualité, cette performance à l'intérieur. Donc, tu as vraiment un aspect accélération, un aspect sa satisfaction client quand c'est plus le CEO qui gère tout. Et aussi, lui, personnellement, ça lui permet de gagner plus de temps, enfin, d'avoir plus de temps pour lui dans la gestion de sa startup. Et je dirais d'avoir aussi une approche plus méta du business à la place d'être dans l'opérationnel au quotidien. C'est ça. On dit toujours, il travaille sur son entreprise et pas dedans. Et ça lui permet d'avoir une entreprise qui peut tourner sans lui. Il peut partir en vacances, ça tourne. Alors, au bout d'un certain moment, quand on a les team leaders qui sont en place. Donc, c'est une entreprise qui est également valorisable à la revente. Et les startups, bien souvent, l'enjeu à un moment donné, contrairement aux agences. Les agences ne pensent pas spécialement à de la revente. Mais des startups, il y a une notion de revente. Et si la startup dépend à 100% du dirigeant et dès qu'il part, la startup ne vaut rien, elle n'est pas valorisable sur le marché. Alors que si elle est capable de tourner sans le dirigeant, c'est une entreprise qui vaut quelque chose. Donc, à la revente, elle vaut quelque chose. Et plus tôt on met en place ces choses-là, plus elles seront stables et plus le moment où on se dit, bon, là, je vais revendre, on sera prêt à la revente. Il n'y aura pas besoin de reprendre tout et d'avoir un changement très important dans l'entreprise, de devoir tout bousculer pour pouvoir aller vers de la vente. Magnifique. Ah non. Donc, en fait, ça va vraiment au-delà d'uniquement l'aspect de gain de temps, c'est aussi sur la valorisation de la startup pour pouvoir la revendre plus tard. Donc, j'imagine, toi, tu travailles principalement avec quel type de taille de startup ? On est sur... Alors, moi, c'est agence et startup. Agence, ça va être quand on bascule de 10, 15, 30 collaborateurs parce que là, on va commencer à mettre en place des team leaders. Côté startup, c'est à peu près pareil. 20, 30, le moment où on commence à vraiment grossir et où on ne peut plus être dans la bidouille, il faut mettre en place des systèmes. Là, j'interviens. 20 personnes, donc c'est vraiment en phase de croissance humaine. Oui. Excellent. Et toi, pour une personne qui nous écoute, qui s'identifie à ça, donc qui soit en agence aux alentours de 15-30 personnes ou en start-up, et qui souhaite, qui vient d'avoir cette prise de conscience que si lui, il est toujours dans le détail opérationnel, il se tire une balle dans le pied parce qu'il ne va pas pouvoir revendre sa startup.
par quoi est-ce que lui devrait commencer? Tu vois, si admettons là aujourd'hui, il a la tête dans le guidon, il nous écoute sur le podcast parce qu'il est en train de faire du sport, il est peut-être en voiture, peut-être dans les bouchons, peut-être dans les transports en commun en train de faire du sport, peut-être de faire la vaisselle qui sait, ou peut-être comme moi de repasser. Par quoi est-ce qu'il devrait commencer? Pour moi, la première chose à faire, c'est prendre conscience de comment fonctionne son entreprise et commencer à structurer un organigramme, mais pas un organigramme creux. Il y a beaucoup de gens, ils te font un organigramme, il est super beau, mais il n'y a rien derrière. Première chose, c'est quels sont les rôles et responsabilités que j'ai déjà aujourd'hui dans mon entreprise. Qui fait quoi et qui est responsable de quoi? C'est quoi un organigramme? Qu'est-ce que tu entends par un organigramme creux? J'ai jamais entendu ce mot-là avant. Alors, c'est de m'être rendu compte que j'ai eu des clients ou des personnes avec qui j'ai échangé qui me disent « Ah, j'ai un beau organigramme, ils sont capables de te le montrer. » Mais derrière, quand tu leur demandes « Ok, donc telle personne, c'est quoi ses responsabilités ?» Pas juste ses missions, pas juste ses tâches. Elle est responsable de quoi, très concrètement, dans ton entreprise? Et sur l'organigramme à venir, qu'est-ce que ça veut dire, toi, en termes de positionnement vis-à-vis de cet organigramme-là? Tu veux mettre en place des head-off, des team leaders? Ok. Ça veut dire qu'ils vont être responsables de quoi? Et ça veut dire que toi, tu vas lâcher quoi dans ton entreprise? C'est ça que veut dire un organigramme creux, c'est quand finalement on a juste mis des postes, mais rien derrière. Et qu'on ne s'est pas rendu compte derrière de quel est l'impact sur l'organisation interne et le rôle du dirigeant dans cet organigramme-là. Et tu as fait une distinction qui est intéressante, si tu pouvais creuser un petit peu dessus, c'est Ouais. entre mission et responsabilité. Ouais. La mission, c'est les tâches à réaliser, typiquement. La responsabilité, c'est finalement le cadre dans lequel on doit exécuter cette mission. Il y a des personnes, on va leur demander de faire des tâches, mais typiquement, pas spécialement de vérifier derrière. Et il y a des personnes, au contraire, on va dire ta mission, à toi, c'est de faire en sorte que ton pôle y tourne et tu es responsable que ton pôle il atteigne tel ou tel objectif. Et donc, tu as des KPI à suivre et tu es responsable, tu dois mettre tout en œuvre pour que tes missions, elles soient réussies. Donc finalement, c'est un petit peu l'écart entre la tâche à exécuter et la responsabilité derrière, c'est-à-dire ta capacité de décision que tu as pour être sûr que ta mission, elle aille au bout. Donc, dans un cas, il y a atteindre une certaine... La mission, c'est plus orienté tâche, alors que la responsabilité, c'est où est-ce qu'on va en mettant en place, en mettant en œuvre ces tâches-là. Ouais, si tu veux. Et là, va Ça, pas sans l'autre. ouais. Si t'as des tâches, mais qui vont nulle part, ça va être compliqué. Et si tu as une responsabilité, tu vas aller quelque part, mais que tu fais rien, tu vas jamais y arriver, quoi. Et si tu donnes que des tâches aux gens, mais que tu leur as pas dit leur responsabilité, ils vont faire. Mais c'est tout. Ils vont pas aller vérifier. Ils vont pas respecter spécialement les délais. Ils vont juste faire une tâche. Tu leur as donné une tâche, tu vas être obligé de les relancer tout le temps. Tu vas être obligé de vérifier la qualité. Mhm. Alors que s'ils sont responsables de la qualité de la tâche, bah, typiquement, ils peuvent mettre en place des systèmes eux-mêmes pour vérifier la qualité. Des checklists, par exemple. Ce genre de choses. C'est pas du tout le même niveau d'engagement qu'on met derrière, en réalité. D'accord, donc c'est l'engagement. Ok, ouais, donc c'est pas du tout la même chose. Et par rapport à ça, c'est n'importe quel type de personne, tu vois, que tu peux mettre à ces endroits-là, ou est-ce qu'il y a des profils types particuliers ben, qui vont être plus orientés mission et certains qui seront peut-être plus orientés responsabilité? Alors, pour moi, chaque, euh, chaque niveau dans l'entreprise a ses missions et ses responsabilités à l'intérieur de sa mission. Ok. Okay. Malgré tout, ce n'est pas les mêmes profils que tu vas mettre sur l'intérieur des équipes. Alors, moi, j'appelle ça exécutants. Et tu as des profils qui vont plutôt être des head-off ou des team leaders. Là, on est sur des profils plutôt à player. C'est des personnes à qui tu vas dire, OK, c'est ça mon objectif stratégique. Je veux que tu déploies les objectifs opérationnels et que tu gères l'équipe. C'est des managers, c'est des visionnaires, c'est des stratèges. Ils sont pas toujours très très bons pour faire de l'exécution détaillée. Au contraire, en général, c'est pas leur truc.
Par contre, ils vont être capables de prendre en responsabilité les choses et ils vont être capables de manager les équipes. C'est des leaders, c'est des visionnaires. Finalement, c'est le CIO il y a quelques années. C'est le CIO quand il était à la place. Et le CIO, quand il monte d'un cran, il met en place des gens qui vont faire ce qu'il faisait avant. Donc, il est en train de lâcher un peu ses prérogatives. C'est pour ça que c'est une transition qui n'est pas facile à faire. Et c'est pour ça aussi que la façon de manager, d'engager, de motiver ce type de collaborateurs-là, ce n'est pas la même façon que les exécutants qu'on prend au départ. En général, on prend des gens à qui on donne des missions assez simples, des responsabilités assez simples, et nous, on vérifie, on micromanage. Puis au bout d'un moment, ça passe plus, on a plus de 10 personnes, on est en train de micromanager tout le monde, ça marche plus, on est en train d'exploser. Et c'est là où on se dit, OK, il va falloir que je mette en place des team leaders pour moi remonter d'un cran et laisser les team leaders gérer les équipes dessous. Et c'est là où vraiment, j'insiste, on a une transition à faire parce que si on manage un team leader comme on a managé les équipes jusqu'avant, il va pas rester. Ah, donc c'est bien intéressant cette distinction aussi du A-player, parce qu'on entend souvent ce mot-là, je veux des A-player, A-player, A-player. Néanmoins, moi, ce que j'entends, la distinction que tu viens de faire aujourd'hui, que je trouve très intéressante, c'est qu'en fait, un A-player n'est pas forcément un exécutant, c'est plus une personne qui va être responsable de l'atteinte d'un objectif. Ouais. Et je vais aller même encore plus loin. Tu as des très bons exécutants qui vont être des performeurs. Je trouve que dans l'informatique, on comprend très bien ça. Il y a des personnes, c'est des très très bons développeurs. Ils sont hyper performeurs là-dedans, mais c'est des ours. Et ceux-là, il faut les laisser à leur place d'ours parce qu'on en a besoin sur les projets. Ils vont c'est pas déboîter, je cherche mon mot. Ils vont faire énormément en peu de temps. Ils sont même capables de former les autres techniquement. Mais ça restera des exécutants. Surtout, ne les mettez pas en responsabilité comme on faisait avant. Tu es un bon technicien, donc tu vas devenir le responsable d'équipe. C'est débile, c'est pas les mêmes profils. Alors qu'inversement, un pas très bon techniquement, mais qui est capable d'avoir la stratégie globale, qui est capable de se dire, ah oui, on a besoin de telle chose, telle chose, telle chose pour que ça marche techniquement. Par contre, je ne suis pas extrêmement bon pour mettre en œuvre les choses moi-même. Celui-là va être un bon A-player. Et dans l'entreprise, c'est pour ça que je parle d'équilibre. Il faut avoir des performeurs et il faut aussi avoir des team leaders qui vont pas être bons en performeurs. On rigolait, on a une connaissance commune, Bill Kerr. On rigolait sur son podcast à dire, mais en fait, on n'est pas très bon quand il faut faire toujours la même tâche. Moi, je suis la première, je fais des tonnes d'erreurs parce que ça m'éclate pas intellectuellement. Alors qu'il y a des gens, ils sont très bons pour exécuter des tâches, toujours les mêmes, qui vont être très carrés. Et cela, on en a besoin dans l'entreprise. Magnifique. Et donc oui, donc effectivement, donc c'est vraiment avoir, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre en fait. Oui, pour moi, c'est l'un et l'autre. Parce que si vous commencez à demander au A-player à être mouton à 10 pattes, à faire l'exécution, plus la stratégie, plus... il va s'ennuyer quand il fait l'exécution, il va pas bien la faire. La stratégie, il va pas bien la faire parce qu'il aura le nez dans le guidon. Donc ça ne marchera pas. C'est pas les mêmes profils. Et en plus, votre A-player, vous allez le payer un certain prix. C'est pas la peine d'aller lui faire des tâches d'exécutant. Prenez quelqu'un d'autre pour faire les tâches d'exécutant c'est la réalité, moins cher, sauf l'ultra-performeur qui est cher aussi, mais prenez un exécutant qui va bien faire les choses et faites-le diriger par votre A-player, et votre A-player, donnez-lui plus de prérogatives, ou prenez-le moins de temps, mais vous allez beaucoup plus être rentable dans votre entreprise à faire ça que de vous dire je veux une personne qui fait tout. Ça, c'est important à comprendre. Parce que moi, jusqu'à maintenant, je me dis, en fait, le A-player, c'est le mec qui va tout faire, il va être fantastique, etc. Alors qu'en fait, non. Non. Excellent. Ouais. J'avais fait une vidéo, arrêtez de prendre que des A-players. Moi, ça me fait doucement rire. Parce qu'on en entend beaucoup ça. Moi, je veux travailler qu'avec des A-players. En fait, c'est une bêtise. Ou alors, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord sur la définition du A-player. C'est possible aussi, ouais. Là, c'était clair, déjà, la distinction que tu as faite par rapport à ça. Donc, ça met bien l'église au milieu du village. Et par rapport à ça, donc si une personne qui nous écoute là, toi tu lui recommanderais de commencer par quoi en fait? Si admettons voilà, tu rentres dans une start-up, elle te dit Héloïse ou une agence et qui dit Héloïse, moi ça m'intéresse de venir structurer mon entreprise pour obtenir plus de croissance. Où est-ce que par où tu commencerais en fait? Alors, moi je commence par surtout pas mettre les mains dans le cambouis tout de suite.
Tout à l'heure, tu posais la question de qu'est-ce que quelqu'un devrait faire. Ce que je disais, c'est commencer à définir quelle est l'organisation aujourd'hui et vers quelle organisation il a besoin d'aller par rapport à son futur. Maintenant, moi, quand j'interagis dans une entreprise, la première chose que je fais, c'est scanner. Scanner ce qui se passe au niveau du dirigeant, scanner ce qui se passe au niveau de l'organisation interne, au niveau des process. J'essaye de comprendre comment est l'entreprise, un, de la vue du dirigeant, deux, de la vue des collaborateurs clés. Parce que souvent, le dirigeant, il s'imagine fonctionner d'une certaine façon et avoir tel ou tel impact sur ses collaborateurs. Mais quand on va discuter avec les collabs, on n'a pas du tout les mêmes infos. Donc maintenant, je fais vraiment les 2 scans des 2 côtés pour avoir cette vision globale, mettre aussi le dirigeant en face de la réalité du terrain. C'est un peu dur à entendre, mais ça fait partie de la nécessité de prise de conscience pour évoluer. Et quand on a ça, on est capable de savoir exactement le gap qu'on doit passer entre l'état actuel et l'état futur qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et après, on démarre par le plus urgent. Le plus urgent, c'est peut-être recruter les A-players. C'est peut-être qu'on en a, mais qu'on a besoin de les évaluer. C'est peut-être au contraire que le dirigeant, il a trop de charges, mais qu'il a quand même des personnes en dessous à qui déléguer. On va le faire. Il y a peut-être un pôle où vraiment ça marche pas, il faut aller structurer. On va y aller. En fait, il faut être itératif à dire, OK, là, c'est quoi notre urgence? On va commencer à bouger l'homéostasie de l'entreprise. Il y a une certaine stabilité dans l'entreprise. On va commencer à la faire bouger. Il va se passer des choses. Il y a des choses qui vont émerger. Et donc, on va devoir s'adapter au fur et à mesure du temps en fonction de ce qui émerge pour atteindre l'état désiré. C'est pour ça que mon accompagnement, on a globalement le gap à franchir, mais il s'adapte au fur et à mesure à ce qui est en train de se passer dans l'entreprise parce que c'est mouvant, une entreprise. Et par rapport au pôle, en général, c'est... Toi, tu recommandais, voilà, une personne qui nous écoute aujourd'hui, qui est dans son entreprise. Comment est-ce qu'elle peut décider quel pôle commencer à structurer? Très ouvertement, ça dépend de son contexte. D'accord. Si aujourd'hui, elle voit qu'elle a un... Je vais te donner un exemple d'un client. Il a un pôle vente qui ne marche pas. OK. Puis on essaye de comprendre un petit peu pourquoi le pôle vente ne marche pas. Et on se rend compte qu'en réalité, son truc à lui, c'est... Moi, je prends un expert, je laisse se débrouiller sur la vente, il performe, il reste, il performe pas, il dégage. Mais en réalité, c'est ce qu'on me dit. En réalité, il n'y a rien qui est mis en place pour que la personne qui arrive, elle monte en compétence sur l'offre et les offres. Quelles sont les objections des clients? Il n'y a pas de capitalisation sur ce qui est sur les retours clients, sur les objections. Donc finalement, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de CRM, il n'y a rien pour le suivi. Ben en fait, si on sait que c'est ça le maillon faible, le bottleneck finalement de la croissance de l'entreprise, on va focaliser là-dessus. Et là, typiquement, sur l'exemple que je donne, moi, je fais intervenir quelqu'un qui est meilleur que moi sur structurer ce type de pôle-là. En général, la première chose, s'il n'y a pas de suivi des tâches opérationnelles, s'il n'y a pas de pilotage dans l'entreprise, pas d'outils pour les process, je démarre par ça. Parce que je dis à un moment donné, si tu ne sais pas ce qui se passe sur le terrain, si c'est toi qui dis, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, on ne va pas y arriver. Donc la première chose qu'on met en place, c'est un outil de suivi des tâches. Ça dépend du scan en réalité. Donc c'est vraiment de se poser la question, ok, où est-ce que j'ai vraiment le plus gros caillou et comment je peux résoudre ce caillou-là? Et ça, c'est quelque chose que la personne évaluerait de quelle façon? C'est quoi? C'est ça, enfin, ce qu'on appelle sa charge mentale, ce qui est le fait qu'elle y réfléchisse jour et nuit, que quand elle y pense, ça la saoule, que quand elle a des collaborateurs qui viennent se plaindre. Est-ce que c'est, il voit que de trimestre en trimestre, il n'atteint pas ses résultats? Ce serait quoi pour toi l'indicateur clé qui ferait te dire, ah bah, ça, c'est là où on va commencer. C'est parce que c'est lui personnellement, sur un point de vue émotionnel, il sent qu'il y a, il a de la pression, il a du stress, il sent qu'il y a quelque chose qui le frustre. C'est factuel, on veut atteindre 10, mais on fait que 5 de mois en mois. Comment est-ce que toi, quel indicateur est-ce que tu utiliserais? Alors, ma chère Héloïse?
Pourquoi j'ai du mal à répondre, c'est que pour moi, c'est toujours des faisceaux d'indications et c'est pour ça qu'on fait un scan où on pose énormément de questions et à travers ça, le dirigeant arrive à prendre du recul. En général, le dirigeant, quand il connaît son entreprise, il sait un petit peu où il y a des problèmes. Il le sent. Il voit bien les pôles où ses collaborateurs sont tout le temps en train de le solliciter, où il y a tout le temps des problèmes. Il a des indicateurs où, s'il n'en a pas, il faut en mettre en place, de performance, du nombre de ventes, de la satisfaction client, un certain nombre d'indicateurs pour dire, OK, là, on a un souci. Et finalement, en se posant la question, est-ce que mon marketing est bon aujourd'hui? Si le marketing est bon, mais que finalement, c'est les ventes qui sont pas bonnes, on va peut-être se focaliser là-dessus. Si il y a des fois, ce qui se passe, on a de l'hypercroissance parce que on a un très bon marketing, des sales qui sont bons, mais alors derrière, quand on délivre, c'est n'importe quoi. Il y a eu trop de croissance, trop de clients qui arrivent. Les clients sont pas contents, les qualités diminuent, il y a des retards. Bah là, on va peut-être se focaliser là-dessus. Ou alors, si le dirigeant, il a vraiment aucune indication, il sait pas ce qui se passe, encore une fois, la première chose à mettre en œuvre, c'est justement ce pilotage-là. Donc, c'est le suivi des tâches, les indicateurs, outiller. On commence par outiller au niveau et après, on va mettre en place des process en dessous. Déjà, si on n'a pas ça, c'est pas la peine d'avancer. Et avant ça, bah, est-ce que je sais exactement où je vais? Est-ce que j'ai une vision? Est-ce que j'ai des objectifs clairs? Est-ce que ces objectifs au quotidien, je vais vers eux? Parce que là encore, je te parlais d'organigramme creux, je le vois aussi des fois sur les visions creuses et les objectifs creux. C'est-à-dire que j'ai des clients, ils sont capables de dire « Ouais, ma vision, c'est ça, mes objectifs, c'est ça. » Ok. Au quotidien, comment tu t'assures que tes équipes y vont? Bah, je vérifie s'ils y sont. Ouais, mais enfin, c'est oui ou non. Mais en réalité, toutes tes actions du quotidien, est-ce que tes projets quotidiens vont vers ces objectifs? Moi, j'en sais rien, je mesure pas. Je mesure qu'à la fin. Bah ouais, mais on va pas trop y arriver. Donc là, ça veut dire que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. D'accord. Donc c'est vraiment à plusieurs niveaux en fonction, je dirais, de l'état de maturité de l'entreprise. Ouais. Mais là, il y a deux choses. C'est ce que toi, tu vas découvrir en faisant ton analyse. Ouais. À savoir, est-ce que c'est une entreprise? Bah là, c'est ce que j'en entends qui va avoir la bonne vision, enfin, c'est pas la bonne vision, la bonne mission. C'est ce qu'ils ont une vision et une mission et des objectifs, voilà, qui sont concrets. Enfin, pas concrets, mais qui sont non seulement définis, mais surtout appliqués au quotidien. Ensuite, tu descends d'un niveau, tu vas commencer à regarder quels sont les outils que ces personnes-là vont mettre en place. Et ensuite, tu commences à regarder par pôle. En gros, les outils te permettent en fait de venir monitorer ce qui se passe avec les différentes équipes, en fait, que ce soit équipe commerciale, équipe de marketing ou équipe de livraison. Monitorer et organiser l'activité. Et organiser l'activité. Parce que quand tu l'organises, tu vois tout de suite est-ce qu'on est efficient ou pas. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on mette des process? Ouais. Et à partir de là, tu peux commencer à mettre en place des process et automatiser un maximum tout ça. Donc, c'est à partir de ce moment-là. C'est en réalité. Hein. Je comprends. Ouais. Et pour toi, donc le titre de ce podcast s'appelle Le différenciateur inné. Ouais. Tu le sais, Héloïse. Je sais que tu nous écoutes. Qu'est-ce qui fait enfin, où est ton différenciateur inné? Qu'est-ce qui est déjà là, qui est déjà présent en toi? Parce que des entreprises qui vont faire des choses similaires à toi, il y en a plusieurs. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que bah, toi, tu vas être différente? Qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas avoir un axe qui va être spécifique, particulier? Eh ben, je vais te dire deux choses. La première Dis-moi ces deux choses. C'est déjà la double casquette de l'humain et du process. Parce que pour moi, l'un va pas sans l'autre. Si tu fais que de l'humain et que derrière, t'as pas processisé, t'as pas automatisé, ça ne marchera pas. Et la deuxième chose... Et vice-versa, j'imagine. Si tu fais que des process et pas d'humains... Bah, tu auras des robots. Donc, c'est pareil. Tu auras des robots. Il y a un moment, ta croissance, pareil, ça va pas fonctionner. Donc déjà, c'est un peu une double casquette. C'est un peu... à l'heure de l'intelligence artificielle où il y a énormément de robots, hein, toi, tu te positionnes en disant, bah écoutez, parlons également à l'aspect humain de la personne qui est là, en fait. Parce que sinon, autant prendre des robots, dans un sens. La deuxième chose, j'ai une capacité très rapide et très forte, alors ça c'est beaucoup mon expérience, dans un système complexe, à détecter, ok, il y a ça. Signaux faibles, je fais ma tambouille,
et je suis capable derrière de te sortir, ok, les éléments à améliorer, les process à mettre en place, et finalement, à partir de quelque chose qui paraît complexe, de mettre en place le plan d'action et de foncer là-dedans. C'est que j'ai vraiment une capacité, je parle de mon animal totem, un aigle, il va voir les choses en hauteur, il va analyser le terrain, et puis d'un coup, il va foncer sur sa proie, il va être hyper précis. Moi, j'ai cette capacité-là tout de suite à voir ce qui est améliorable, on peut dire ça comme ça, parce que j'ai cette capacité à voir le complexe, à voir la big picture, et derrière, de foncer vers, ok, donc ça veut dire qu'il faut faire ça, et on déroule. Ça, c'est une force que j'ai acquise par le passé parce que j'en ai vu beaucoup des projets, j'en ai vu beaucoup des entreprises, j'en ai vu beaucoup des organisations. Donc tout de suite, je vois les choses à améliorer. C'est évident pour moi. Et derrière, ça déroule très vite. Donc c'est cette rapidité et c'est cette capacité à mettre l'humain là-dedans, c'est dire ok, on déroule, mais on déroule avec l'humain, en le faisant performer, en l'engageant, pour que demain, il y ait vraiment tout qui tourne tout seul dans l'entreprise, quoi. Donc avoir ces deux aspects, process et humain, et cette vision globale cette vision méta qui te permet ensuite de venir zoomer sur les aspects uniques de ces entreprises, que ce soit une start-up ou une agence. Et d'ailleurs, en termes de start-up, t'as des préférences en termes de quel type de start-up t'attire le plus? Écoute, tout ce qui va être plutôt digital, parce que c'est mon milieu, tout ce qui va être développement informatique, application, SaaS, c'est plus mon milieu. Maintenant, j'ai pas eu l'occasion, mais ce qui va être industriel peut m'intéresser aussi, parce que globalement, c'est pas tant le produit qui m'intéresse, c'est plus la structure interne. Et que d'une entreprise à l'autre, ce que je mets en place, finalement, va se ressembler d'un côté et va s'adapter de l'autre. C'est-à-dire que j'ai pas un programme que je déroule toujours le même pour tout le monde. Comme je te disais, on adapte en réalité avec le terrain. Mais les grands principes vont être toujours les mêmes, donc peuvent s'appliquer un petit peu partout. Donc, pas spécialement de préférence, mais évidemment, dès qu'on parle de développement informatique, j'en ai fait 15 ans, ça cogite un petit peu plus vite. En Donc termes plus. d'agence, je parle beaucoup sur les agences marketing, les agences de com, parce qu'elles ont un vrai enjeu humain, parce que ce qu'elles vendent à leurs clients, c'est les profils qu'ils ont en interne. Et s'ils n'ont pas les bons profils, si les profils ne délivrent pas correctement, les clients ne seront pas contents. C'est le meilleur actif, c'est les profils. Et donc, s'ils n'investissent pas sur les profils, ils sont morts. Donc, c'est pour ça clair. qu'on travaille avec eux. Ça a le mérite d'être clair. Si vous avez une agence et que vous investissez pas sur les humains, vous êtes mort. Je pense que, en fait, ça, tu vois, c'est un message qui est clair. Mais la question, c'est que, moi, tu vois, j'ai ce ressenti, c'est que, tu sais, j'ai l'impression que ça fait partie de ces choses qu'on sait consciemment. Ouais. Mais pour passer le cap, on va dire, ah ouais, mais non, mais en fait, il n'y a pas besoin de machin, truc. Ça me rappelle, tu vois, quand je bossais en boîte d'informatique, où en fait, on voulait toujours faire plus de projets, plus de ceci, plus de cela. Et quand nous, on demandait, en fait, on aurait besoin d'avoir plus de personnes pour être amené à délivrer les projets, on nous disait, non, mais c'est bon, en fait. Ouais. Et pour les personnes qui nous écoutent, écoutez, en fait. Prenez le temps de vous imprégner de ce qu'Héloïse, elle partage aujourd'hui, c'est très puissant. Quand elle explique que oui, vous avez votre capital humain, c'est ce que vous vendez au final. Et c'est important que si le moteur de votre entreprise n'est pas fine-tuné, qui n'est pas ajusté au millimètre près, vous allez vous faire manger sur le marché. Ouais, vous allez avoir moins de prospects, les prospects vont être plus capricieux pour signer, etc., etc., etc. Alors que quand vous avez confiance dans votre offre, quand vous avez confiance dans ce que vous apportez à votre marché, ça change complètement la donne. Quand la confiance de vos commerciaux, elle est à 100%, immédiatement, la vente va beaucoup mieux se passer. Pourquoi ? Parce que les personnes, elles achètent notre confiance. Ouais. Et vas-y. Et c'est tout. J'ai une très forte valeur sur l'excellence. Pour moi, c'est important parce que c'est ça qui fait la différence. Il y a trop de personnes qui ne sont pas excellentes sur leur marché et ça se voit. Alors que les agences qui performent sont celles qui sont excellentes et qui délivrent vraiment de la grosse valeur parce qu'elles ne sont pas comme les autres. Et dernièrement, tu vois, je n'ai pas signé avec une agence que je ne citerai pas. Mais quand j'ai eu le contrat, je l'ai trouvé tellement pas assez pro que j'ai fui. Et c'est important
de se rendre compte que c'est chaque étape d'accompagnement du client, la vente, le marketing, la vente, l'intégration du client et ce qu'on lui délivre qui va vous suivre ou qui va pas vous suivre ou qui va vous recommander ou pas. Et ça se passe, c'est plein de petits détails. Et tous ces petits détails, ils sont tenus par qui ? À nouveau, tous les collaborateurs. Ouais. Et l'autre image que j'ai cherché dernièrement à me dire, OK, comment je peux expliquer ce que je fais ? Parce que comme tu disais, c'est pas évident de se dire, ouais, c'est ça qui fait la croissance. Souvent, on se dit, la croissance, c'est le marketing, c'est les sales. On se dit pas que c'est l'opérationnel. Donc, j'ai cherché une image et je me suis dit, OK, le dirigeant, il est dans une voiture, il est au volant d'une voiture. L'huile qu'on met dans le moteur, c'est le marketing. L'essence qu'on met, c'est les sales. Donc, on a un super moteur. Mais si derrière la voiture, elle a les roues qui sont pas serrées, la direction, elle est pas bonne, que elle est pas passée au contrôle technique, on va appuyer sur l'accélérateur comme un malade, on est sur une route de montagne, qu'est-ce qui se passe ? On finit soit dans le ravin, soit sur la barre rocheuse. Donc, on explose. C'est pour ça que je dis, vous êtes mort. Quand on a compris ça, c'est bien d'avoir des sales, c'est bien d'avoir un super moteur, c'est bien d'avoir un bon marketing, mais si derrière, ta structure entreprise, elle ne fonctionne pas, ravin. Ouais, si t'as les roues carrées, en fait, ils ont des roues carrées, les mecs. C'est pas faux. que le dirigeant a bu, ou je ne sais quoi, mais globalement, voilà, le reste de la voiture, la croissance, c'est pas que les sales et le marketing. C'est pas que ça. C'est pas vrai. Je comprends bien. Absolument, absolument. Il y a la mission du business, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Là, on a passé une quarantaine de minutes à révéler justement ton potentiel, à révéler voilà ce qui est unique en toi, sur ta manière d'aller chercher, et bien en fait de venir structurer des startups et aussi des agences pour qu'elles obtiennent plus de croissance. Sur la partie de connecter l'humanité, c'est en fait on a toute cette chaîne en fait où qui aimerais-tu voir sur ce podcast à être interviewé, à lui poser à lui ou à elle d'ailleurs son différenciateur inné et chercher ce qui est unique. Comme je te disais, comme on a un réseau très commun, j'ai cherché un petit moment et je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui est une personne qui intervient avec moi face à des clients s'il y a des besoins justement sur la structuration des sales. C'est une head of sales qui est extrêmement bonne dans ce qu'elle fait, qui a comme moi un parcours d'une quinzaine d'années avant dans les entreprises, donc qui apporte une expertise de dingue qu'elle a accumulée avec les années. C'est Wiem, que tu connais. Et Wiem, j'aimerais bien la faire venir parce qu'elle a des choses géniales à raconter aussi. Très bien. Eh bien, Wiem, si tu nous écoutes, l'invitation est lancée. Tu pourras me mettre en contact également avec elle pour qu'on puisse continuer cette belle chaîne de connexion et de réseautage. Pour les personnes qui souhaitent connecter avec toi, quel est le meilleur endroit où eux peuvent bien te contacter? Alors pour me contacter, ça va être LinkedIn principalement. On peut venir sur Instagram si nécessaire, mais beaucoup LinkedIn. Et si vous avez besoin de vous faire un petit peu challenger et prendre du recul sur votre entreprise, je suis en train de lancer une chaîne YouTube. Il y a déjà des premières vidéos, il y a un podcast. L'objectif, c'est vraiment d'apporter énormément de valeur pour se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent pour atteindre un haut niveau de croissance ? Donc, venez sur YouTube aussi, sur ma chaîne, parce que vous serez vraiment challengé avec. C'est vraiment l'objectif. Bon, on mettra les liens dans la description de ce podcast. Héloïse, un grand merci de ta participation aujourd'hui. J'apprécie que tu sois venue pour parler de croissance d'entreprise au-delà uniquement de plus de marketing et plus de vente, mais d'aller chercher d'autres thématiques qui sont très 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 puissantes. Merci beaucoup pour l'invite. J'ai beaucoup aimé l'échange et c'est important pour moi de véhiculer ce message parce qu'il n'y en a pas assez qui en parlent. Eh bien, c'était un plaisir. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. À bientôt. Bye bye, Héloïse. Merci. Ciao. Bye.